Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et ça prouve bien tout l'intérêt que cette semaine, cette 28e semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, l'importance de cette semaine pour échanger, pour montrer, pour démontrer encore une fois, pendant 28 ans, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de chantier qui est permanent pour que, espérons-le, demain, le plus tôt possible, les personnes en situation de handicap soient reconnues réellement comme des acteurs de la vie économique, de la vie sociale. C'est en fait tout l'intérêt de cette rencontre organisée ici par le collectif handicap. Je salue Sophie Marcatan qui préside ce collectif qui regroupe une vingtaine d'associations départementales. Et évidemment, l'ADAPT, l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, des personnes en situation de handicap, qui, au niveau national et au niveau local, intervient pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc merci à ces organisateurs. France Travail également, qui a déjà une mission importante pour l'emploi des travailleurs handicapés, mais qui, dans quelques mois, aura une mission encore plus importante. Elles vont nous dire un petit peu ce projet important qui comptera pour beaucoup d'entre nous, que nous soyons en situation de handicap ou des acteurs du monde du handicap. Alors, c'est vrai que très rapidement, aujourd'hui, même si la situation a légèrement évolué, positivement, je crois qu'il faut le reconnaître, parce que vous, les acteurs, vous avez fait que la situation s'améliore progressivement, insuffisamment certes, mais ça s'améliore. Je crois que c'est grâce aux professionnels, grâce aussi, je le dis souvent, aux personnes en situation de handicap qui démontrent au quotidien leur capacité, la capacité à pouvoir occuper des places dans le monde du travail, qu'ils soient ordinaires ou protégés. En tout cas, c'est grâce à vous tous que la situation évolue. Alors, il y a des chiffres, mais on ne va pas les donner, parce que je crois que l'importance aujourd'hui, c'est de pouvoir donner la parole pour des témoignages, pour montrer ce qui, dans le quotidien, peut être possible, peut-être aussi en construction. Donc je crois que le plus important, c'est ça. Et donc on commencera par, il y aura 4 interventions dans des champs d'un domaine différent. On commencera par Sonia donc, qui est une formatrice, Sonia Fiquet, qui va nous présenter sa structure de formation qui s'appelle Qui fait la vie, vaste programme. Elle vous en dira beaucoup plus. Après, bon, elle a son champ d'activité, elle va nous le dire. Approchez-vous, s'il vous plaît. Sa spécialité, c'est de travailler avec des personnes en situation d'autisme, principalement. Donc, elle va nous présenter tout cela. On essaiera de caler entre les interventions quelques moments de questions, pas beaucoup malheureusement parce qu'on est contraint par le temps. Voilà, c'est pour ça que je vais me dépêcher pour vous présenter. En tout cas, merci à tous, merci du fond du cœur. C'est vrai que c'est réconfortant de voir dans un monde aujourd'hui qui se pose beaucoup de questions, qui se heurte à des grandes difficultés, de voir que vous, à chaque poste que vous allez, lequel vous êtes situé, vous êtes vraiment des acteurs de la vie sociale, des acteurs du vivre ensemble, et ça me paraît important de le souligner. Voilà, donc Sonia, je vous laisse très volontiers la parole, et puis à vous d'ouvrir cette belle séance. Merci.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, ça marche plus. Vous savez quoi? Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Oui. Mais moi, je préfère sans micro. Ça vous ennuie? Vous m'entendez? Voilà. Comme ça, j'ai pas le micro à gérer. C'est plus simple pour moi pour réguler, justement. Voilà. Alors, une demi-heure, ça fait court pour parler d'autisme, parce que c'est quand même un handicap complexe. La représentation que l'on a de l'autisme, quand on ne sait pas vraiment ce que c'est souvent un enfant qui va avoir tendance à se balancer, ou alors Rayman, il se balance aussi, voilà. Donc des gens stéréotypés, c'est pas que ça. Trouble du spectre de l'autisme, ça veut dire une manière de percevoir, de ressentir et de traiter cognitivement l'information différemment. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer pendant cette demi-heure. Je vais quand même vous dire qui je suis un petit peu vite fait, bien fait. Enfin, bien fait, je ne sais pas, je vais essayer. Donc, je suis conseillère d'insertion professionnelle depuis l'âge de 26 ans. J'ai commencé en mission locale à Beauvais. J'en ai 56 au mois de janvier, donc on peut dire une petite trentaine d'années dans l'accompagnement, dans l'insertion sociale et professionnelle. Formatrice ensuite en communication relationnelle. Je suis même intervenue en communication relationnelle sur des modules de CIP. Donc voilà. Et j'ai travaillé à la coordination du CRETA de Cavaillon, par exemple. J'ai travaillé chez ID Formation, mon dernier poste de directrice régionale, où j'avais justement compétences sociales et relationnelles. Et donc ça, c'est pour l'expérience professionnelle. À l'époque, je ne savais pas que j'étais autiste, puisqu'il a fallu un burn-out en 2020, sur mon dernier poste, pour que je creuse la question de qu'est-ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi finalement je sentais une très très grande force importante qui fait sa vie, c'est de la vibration, c'est-à-dire une très très grande force, une intensité interne, et que je me confrontais à un monde que je trouvais sans logique. À l'époque, je disais bête, je vous avoue. Voilà, sans logique, déshumanisé, voilà. Et donc, donc j'ai arrêté de travailler. Je me suis dit, bon, j'en ai marre des autres, je vais créer mon organisme de formation. À l'époque, comme j'avais fait des démarches, on m'avait dit que j'avais un haut potentiel intellectuel, et donc que mon décalage venait de là. Ce qui renforçait mon autisme, puisqu'en fait, c'était pas ça la difficulté. Et pour terminer sur moi, donc j'ai été diagnostiquée à 51 ans, et en réintégrant le handicap, et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui avec vous dans cette... il reste plus de 25 minutes, de vous expliquer comment, du coup, le fait de comprendre ma réalité interne m'a permis de me repositionner et aujourd'hui d'être face à vous. Et même si c'est compliqué émotionnellement, en tout cas, je suis contente d'être là. Expérience aussi, donc ça fait 3 ans et demi que j'ai créé cet organisme de formation. Alors au départ en communication relationnelle pour l'HPI, puis je me suis vite rendu compte que, donc j'ai réintégré le handicap, et donc je me suis formée à la certification nationale d'intervention à l'autisme, et ça fait donc maintenant 3 ans que j'accompagne des parents d'enfants, d'ados, de jeunes adultes qui ont un TSA plutôt type Asperger. Alors je sais, on ne dit plus le mot, mais nous, chez nous, on dit quand même, parce qu'on sait ce que ça veut dire. Voilà. Donc, qui sont souvent sans déficience intellectuelle. J'accompagne des adultes, notamment des adultes diagnostiqués tard. Il y en a dans la salle, je le sais, et des adultes que vous croisez, peut-être des collègues à vous tous les jours, et vous ne savez pas qu'ils ont ce handicap parce que c'est un handicap invisible. Alors, pourquoi c'est important? Et je suis très contente qu'il y ait beaucoup de professionnels, parce que finalement, comme c'est un handicap invisible, vous êtes amené à accompagner des gens sans comprendre leur réalité, sans savoir ce qui se passe. Et donc, on va avoir une difficulté non seulement à les amener vers l'emploi, à les ramener vers l'emploi, mais à les maintenir dans l'emploi. Voilà. Donc, première slide.
Voilà. Ça, c'est le besoin humain identifié. Ce qui nous intéresse, c'est l'environnement professionnel, c'est ce que je viens de dire. Difficulté à décrocher un emploi, difficulté à se maintenir dans l'emploi, difficulté à travailler en équipe. Et quand je travaille avec un patron, ben, je suis déjà en équipe. Hein. Difficulté dans la possibilité de cette interaction relationnelle et difficulté aussi à montrer vraiment mes compétences parce que justement le regard de l'autre peut me coincer ou voir mon propre regard sur moi-même en termes d'estime de moi-même. Alors, aujourd'hui, un enfant sur 6, ouais, je veux bien. Merci. Un enfant sur 6 est porteur de troubles du neurodéveloppement. Le TSA est un trouble du neurodéveloppement. Ça veut dire quoi? Trouble du neurodéveloppement. Ça veut dire qu'en grandissant, les connexions neurologiques vont modifier notre plasticité cérébrale et comment nous allons traiter cognitivement l'information. Je vais vous le montrer très concrètement après. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse ici, 34% des Français seraient touchés par burn-out, donc 2,5 millions de personnes en situation de burn-out sévère. Le coût du mal-être au travail est estimé à environ 12 600 € par salarié par an et en France. Donc si on était formé, hein, ça coûte vachement moins cher et je vous assure que tout le monde irait un peu mieux. Donc là, vous allez dire la prêche pour sa paroisse. Oui, parce que depuis 3 ans, nous avons vérifié les bienfaits sur les personnes et sur ceux qui vivent avec les personnes ou qui travaillent avec les personnes. On peut passer? Alors, vous n'avez pas appuyé sur la bonne touche. Si, c'est là. Ah, pardon. Voilà. Alors, il faut savoir que pendant très longtemps, l'autisme a été considéré comme une maladie mentale. Hein, vous en avez peut-être entendu parler. La mère qui n'aurait pas fait ce qu'il fallait côté affectif. Et donc, l'enfant ne se développe pas correctement et devient autiste. C'est pas vrai. Donc, on a un super chercheur en France qui s'appelle Thomas Bourgeron, qui travaille à l'Institut Pasteur. Et en 2003, avec son équipe, ils ont pu démontrer que l'autisme était une particularité liée à des mutations génétiques, donc des gènes, il y a 200 gènes aujourd'hui, qui sont associés aux champs synaptiques. Alors vous allez dire, non, on rentre dans la technique et maintenant qu'on dit. Ce que nous devons comprendre, c'est que toute l'information de notre corps, je parle bien de l'intérieur, d'accord, est transmise par des neurones, je simplifie, que l'information va être conduite par un champ synaptique, c'est-à-dire que ça va transmettre qu'est-ce que je dois faire en termes d'hormones, en termes de protéines. Donc par exemple, quand je suis bébé, hein, dans le fœtus, dans le ventre de la maman, il va y avoir des chemins, on le voit, des réseaux consolidés, neurones connectés. En fait, il y a des chemins qui se font et qui envoient au cerveau et à tout le corps. Bah là, il faut grandir, c'est le moment de grandir. Ok, donc on envoie de ce côté-là. Et une fois que c'est fini, eh bien normalement, vous voyez ces petites traits gris là que vous voyez en haut, ils s'effacent parce qu'on n'en a plus besoin et on va pouvoir faire de la place pour des nouveaux chemins. Sauf que, donc l'homéostasie synaptique et neuronale, c'est-à-dire que normalement, quand vous dormez la nuit, votre cerveau se nettoie. Hein. On dit qu'on recharge ses batteries, mais en fait, il ne les recharge pas, il les vide. Il enlève tous les réseaux qui ne vous servent pas pour garder ceux dont vous avez besoin pour fonctionner correctement. Les personnes autistes ne font pas correctement l'homéostasie. Donc déjà, on commence à comprendre que là, il y a un petit souci, puisque ça veut dire qu'il va y avoir une surcharge dans les connexions. Surcharge, on la verra après, mais vous voyez que quand on est autiste, eh bien, on sait que le niveau de connectivité synaptique peut être faible, et effectivement là, c'est là où on va retrouver de l'autisme avec déficience intellectuelle. Et sinon, eh bien, vous avez au-dessus un niveau de connectivité synaptique élevé. Et là, la probabilité d'autisme est plus élevée, comme pour en bas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que ceux qui viennent vous voir pour chercher du travail, ils sont plutôt en haut. Une hyperconnectivité, attention, ça ne veut pas dire une hypersensibilité, parce qu'on verra que ça veut dire une dérégulation, en tout cas de l'information. On peut être hyper et hypo en même temps, c'est-à-dire ne pas réagir. Donc là, on voit bien que le réseau hypoconnecté, il manque, d'où déficience. Le réseau typique,
là, on voit bien qu'il y a des connexions qui se consolident et puis d'autres qui s'en vont. Et le réseau hyperconnecté des personnes autistes, eh bien, eux, ils gardent tout le temps. D'où les bases de données absolument géniales, parce qu'on n'a pas que le handicap de l'autisme, c'est aussi beaucoup de force. Et que si les employeurs, petit truc au passage, savaient gérer l'autisme, savaient comprendre ce handicap invisible, ça va être compliqué pour moi. Pardon. Voilà, bug, désolé. Vous voyez, c'est l'information à la main. Boum. Donc je ne sais plus où j'en suis. J'étais en train de dire que si les employeurs savaient, eh bien nous avons des qualités de fou en termes de rigueur, de perfectionnisme, de systémie, de manière de réfléchir les choses, de détails. Voilà. On va passer donc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire. Oh, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, ce qui nous intéresse, c'est la carte rose. Ah oui, c'est la déco. Mais c'est pas grave, ce qui nous intéresse, c'est là-haut. Donc voilà, les petits points représentent de l'information qui arrive. Schéma de communication interne. Je suis sûre que si je vous pose la question aujourd'hui, quand je vous dis comment commence la relation, la communication, qu'est-ce que vous me dites? Comment ça commence la communication? Comment on fait? Par un bonjour, voilà. Eh ben non, ça commence pas par là. Eh ben c'est bien ça le problème. C'est que la communication, ça commence, le schéma de communication, il commence par comment je perçois l'information. Et ma manière de percevoir l'information va dépendre tout le reste de la chaîne. Donc quand je suis un petit bébé, il y a ce monde extérieur qui m'envoie des informations explicites, informations non sociales, un cube, voilà, hein, c'est factuel, on le voit, on le touche, vous voyez, c'est explicite. Et puis, il y a des informations sociales. Qu'est-ce que pense ma mère? Est-ce que mon petit frère est méchant? Vous voyez bien que ça, c'est déjà plus compliqué à comprendre. Donc, c'est de l'implicite. Réception, organe sensoriel. Nous savons que les personnes autistes ont une conscience supérieure de l'information. Elles reçoivent plus d'informations. Je vois plus que vous, enfin, certains d'entre vous, j'entends plus que vous, je ressens plus que vous, vous voyez, tous mes sens sont hyper sollicités tout le temps. Du coup, vous voyez que sur le choix que je vais faire, au départ de réception, je trie plus d'informations, j'ai plus d'informations, alors que là, le bébé neurotypique, lui, déjà, il a pris qu'un certain nombre d'informations. Ça va passer dans le filtrage pour choisir l'information pertinente et pour pouvoir ensuite la traiter. On voit qu'un bébé neurotypique, eh bien, il va en prendre encore un petit peu moins, c'est-à-dire que entre ce qu'il perçoit, comment il le perçoit, comment il le ressent et comment il va le traiter cognitivement, eh bien, il a traité de manière égale l'implicite et l'explicite. Chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Chez nous, vous voyez que quand je vais traiter l'information sensoriellement, je vais la traiter de manière explicite et je vais me focaliser sur l'explicite et je ne vais pas prendre en compte l'implicite. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte probabilité d'erreur, car c'est difficile pour moi de prédire. Et moins je suis formée à reconnaître cet implicite, et moins je le reconnais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous me souriez, par exemple, eh bien, je vais ouvrir mon petit tiroir qui me dit ça veut dire quoi quand Claude sourit? Ben, normalement, ça veut dire qu'il m'aime. Ah ouais, ça c'est le raccourci que j'ai fait pendant des années. Non, l'autre il peut sourire pour plein de raisons. Le problème, c'est que moi je suis factuelle, je suis dans l'explicite. Tu me souris, ça veut dire que tu me veux du bien. Nous ne savons pas reconnaître les intentions des personnes. Donc vous comprenez que entre ce bébé enfant autiste et ce bébé enfant neurotypique, ils ne traitent pas du tout la même information, de la même manière, et nous allons construire comme ça. Et plus nous allons avancer, et plus nous allons être en difficulté, parce que en décalage, et ce décalage ne vient pas de nous avec la société, il vient de nous avec notre connaissance de nous-mêmes. Parce que si on nous permet de comprendre comment on traite les choses, alors du coup, on va apprendre à questionner l'autre sur ses intentions, par exemple. Moi, je ne savais pas que je ne questionnais pas les gens.
Voilà. Et comme personne ne me posait de questions parce que tout le monde pensait que j'avais compris, ben vous voyez comment les quiproquos, comment les malentendus peuvent arriver. Super. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, ici, vous avez tout ce qui nous affecte. Une ultrasensorialité. Le fait de recevoir de manière très importante l'information fait que l'hyperconnectivité nous amène l'information directement au cerveau. Nous ne passons pas par l'interoceptif. Alors, qu'est-ce que l'interoceptif? Et pourtant, l'interoceptif, c'est je perçois une information par mes sens, mes 5 sens, et ensuite c'est traduit non pas directement dans mon cerveau, mais dans mes organes qui sont là, ici. C'est-à-dire mon cœur, mon poumon, mon foie, mon pancréas, mes urinaires, le système, tout le système bariatrique, mes intestins, tout ça. C'est-à-dire que vous êtes d'accord que quand vous avez peur, avant que ça arrive à votre cerveau, vous avez votre cœur qui s'affole. D'accord? Eh bien, sachez que toute information, là je vous parle, si vous écoutez, ça génère chez vous une émotion qui est, voilà, vous ne l'écoutez pas cette émotion, hein, elle n'est pas explicite, elle est implicite, elle est à l'intérieur de vous. Sauf que nous, personnes autistes, ces émotions, non seulement nous ne savons pas que nous les avons, quand on les a, elles sont tellement fortes qu'elles sont insupportables et difficiles à gérer, et en plus on ne les reconnaît pas. Je ne reconnais pas mes émotions. Tout à l'heure, mon ostéopathe vient et elle me dit, mais le catch, tu en as déjà vu, tu aimes ou tu n'aimes pas? Je ne sais pas. J'en ai déjà vu, puisque j'ai même accompagné une tournée de catch dans mes trucs, mais... Et là, je me pose la question, ça me fait quoi? Encéphalogramme plat, je ne ressens pas. C'est pas que je ne veux pas dire oui, j'aime bien ou non, j'aime pas. Je ne peux pas définir, j'ai pas l'émotion, elle ne vient pas. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas empathique. Quand quelqu'un pleure, ça peut me faire de la peine. D'accord? Je ressens des émotions. Mais elles sont complètement dérégulées, mes émotions. Je ne sais pas quand j'ai faim. Je ne m'arrête de manger que quand, c'est pour ça que j'ai eu des problèmes de poids énormes, que quand j'ai mal. C'est le sensoriel qui me rappelle à, voilà, je ne vais aux toilettes que quand je ne peux plus tenir, je ne peux plus, voilà. Je ne bois que quand ma langue est sèche. Je n'en avais aucune conscience. J'avançais, de temps en temps, il faut que je boive, j'ai la langue sèche. Est-ce que je savais que j'avais tous mes organes internes qui ne m'envoyaient pas la bonne information? Du coup, on va avoir une compréhension littérale. Il faut comprendre que quand donc cette information, je l'aperçois, je ne la ressens pas, elle arrive, et donc pour me repérer, je vais créer une base de données cognitive liée à mes expériences. À chaque fois que vous me dites quelque chose, j'enregistre, je suis un très bon apprenant. Nous allons très vite apprendre. Ça, c'est une des forces des personnes autistes. Si elles sont motivées, si elles aiment ce que vous êtes en train de leur expliquer, si elles trouvent que ça a du sens, alors je vous assure qu'elles vont être force de proposition. Et donc, par exemple, un jour, il y a un Thierry qui n'était pas gentil avec moi. Voilà. Donc, première expérience, c'est rentré. Thierry, pas gentil. Ok. 10 ans plus tard, il y en a un qui me casse ma voiture, il s'appelle Thierry. 2. Bon. Je croise l'information. Eh bien, à chaque fois que je rencontre un Thierry, c'est fini. Chemin neurologique fait, biaisé, erroné, tout ce que vous voulez. En attendant, il est là. Je fais des focus. Je suis dans une compréhension littérale. Alors ça aussi, j'ai mis du temps avant de comprendre. La compréhension littérale, ce n'est pas la définition du dictionnaire, c'est ma définition à moi du mot, du concept de la définition. Et je pense que tout le monde pense comme moi. Donc si vous ne pensez pas comme moi, excusez-moi, mais... Bon, maintenant je le sais. Parce que, donc, d'où notre difficulté à la réciprocité. Si je pense que tout le monde pense comme moi, je ne peux pas comprendre pourquoi ça gêne l'autre quand je vais dire quelque chose et que l'autre me dit non, mais ça se dit pas, Sonia. Bah quoi, c'est la vérité. Voilà. Et voyez, ce côté sans filtre, il vient de mon handicap parce que pour moi, c'est logique et c'est comme ça. Je suis honnête. Difficulté, on a parlé, à hiérarchiser l'information, bah oui, il y en a partout. Donc ça veut dire
que quand vous avez une personne autiste en face de vous, quand vous lui parlez, elle est en métacognition permanente. C'est-à-dire qu'elle vous écoute, elle traite l'information à deux niveaux. Ce que vous lui dites et ce qu'elle pense de ce que vous lui dites. Et là, ça commence à devenir compliqué parce qu'on ne peut pas faire les deux à la fois. Donc elle va saisir que des détails, des focus sur ce que vous allez lui dire. Et là, elle se dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle ne se positionne pas par rapport à elle, mais par rapport à ce qu'elle pense que vous attendez d'elle. Elle est dans la suradaptation. Vous lui dites, vous avez compris? Elle vous dit oui. Elle n'a pas l'image. Nous pensons en image. Il faut qu'on arrive à avoir une représentation, sinon on ne va être pas adapté. Tout à l'heure, j'ai échangé, merci pour l'exemple, une personne, un ingénieur en informatique, on le prépare à un poste, il fait des visios, ça se passe très très bien, on l'envoie rencontrer l'entreprise, il y va en jogging. Ben oui, parce que en fait, lui, moi je suis informaticien, ingénieur, peu importe comment je m'habille. Ah oui, mais sauf que c'est un poste de chargé de relations clients. Donc, ok, le cœur de métier est important, mais il y a ça. Mais lui, s'il n'a pas eu l'exemple, si on ne lui a pas dit avant, il ne peut même pas imaginer que c'est un problème. Vous voyez, c'est pas, ça s'appelle la cécité contextuelle. Incapacité à remettre les choses dans le contexte en prenant l'ensemble des indicateurs qui sont implicites pour lui. Donc, je ne vois pas. Difficulté à faire les mêmes prédictions, là c'est parce qu'en fait on n'arrive pas à tout gérer à la fois. C'est-à-dire que si je suis concentrée sur une tâche, eh bien que vous venez, vous allez extrêmement me perturber. Mon fils rentre dans la cuisine, je fais des bonds comme ça. Il me dit, mais tu sais que je suis là, que je suis dans la maison. Oui, mais j'ai oublié qu'il était dans la maison parce que je suis en train de cuisiner et que je suis focus sur ce que je suis en train de faire. Bon, la difficulté à intégrer le point de vue, on a vu. Je suis autocentrée, je ne suis pas égoïste. J'ai envie du contact avec vous. Oui, on dit que les personnes autistes n'ont pas envie. C'est pas vrai. C'est qu'on ne veut plus parce que ça fait trop mal. Mais sinon, on a envie d'établir un contact. On ne sait pas le faire. Si on nous l'explique, on va pouvoir le réintégrer, savoir le faire. On est des très très bons apprenants. J'adore cette phrase de Redman. Papa dit que je suis un très bon conducteur. Parce que c'est exactement ça. Nous, une fois qu'on a bien appris ce qu'on doit faire, et c'est là où on est super en entreprise, le process, on le respecte. Si on sait que c'est OK, et là, je peux vous dire que la connexion, elle est là, et que partout je vais arriver et que le process, il ne va pas être... je vais le voir. Après, comment je vais l'expliquer aux autres, ça, c'est autre chose. Difficulté à doser mes centres d'intérêt. Là, on revient au burn-out. Les personnes autistes, elles, quand elles prennent un truc, c'est qu'elles aiment ça. Sinon, elles ne peuvent pas y aller, c'est impossible. C'est une mauvaise vibration, je n'y vais pas. Voilà, donc il faut qu'elles sentent le poste, il faut qu'elles... Voilà. Et du coup, elles vont prendre le poste dans la vision qu'elles ont du poste. Donc si au départ, vous avez mal expliqué, pas bien dit les consignes et ce qu'il faut faire, ça risque de poser problème. Dans mon dernier poste, j'ai fait un burn-out. Pourquoi ? Parce que moi, on me prend comme directrice régionale d'un organisme de formation en compétences sociales et relationnelles. Je travaille 60 heures par semaine, j'envoie à Pôle emploi les trucs à 3h du mat. Ma directrice, elle me dit « Ouh, vous arrêtez là, Sonia ?» Mais je ne peux pas faire autrement. J'ai une telle perfection dans tout ce que je dois faire, donc je forme tous mes formateurs à la communication relationnelle, je forme tous mes stagiaires à la communication relationnelle, je suis dans mon centre d'intérêt. Sauf que ce n'est pas ce que l'entreprise me demande. L'entreprise, elle me dit qu'il faut remplir à, je ne sais plus, 55%. Moi, j'avais du 100%. J'avais des chiffres de fou. Le problème, c'est pas ce qu'elle me demandait. Donc, quand je lui dis, je suis en train de crouler, il me faut une directrice adjointe, elle me dit non, non. Et donc là, ça commence à plus aller, parce que je trouve qu'elle n'est pas reconnaissante du boulot que je fais. Hein, vous voyez comment ce sentiment d'injustice-là, je ne vois pas que je ne fais pas ce qu'elle me demande. Et elle ne voit pas que je ne peux plus accepter ça. Voilà. Donc du coup, réaction émotionnelle. Il faut savoir que les personnes autistes vont... C'est bon, je suis encore dans les temps? Il me reste quoi? Non, j'ai... Allez, 3 minutes. On va essayer de montrer, hein. Ça vous le savez. Allez, les émotions, c'est important. En fait, les personnes, quand vous leur parlez, elles vont se conformer. Si vous ne les questionnez pas, là c'est pour vous donner un petit peu des trucs, hein. Si vous ne les questionnez pas, elles ne sont pas en capacité puisqu'elles ne voient pas.
elles sont dans la surprise. À chaque fois qu'une émotion, que je perçois une information, je ne suis pas capable de dire ce que ça me fait. Et donc, si je ne sais pas répondre, très rapidement, cette émotion, elle va se transformer en peur, en panique, puisque je n'ai pas la vision de ma communication interne, de mon schéma relationnel interne. Voilà. Du coup, il va en résulter un état d'esprit, et plus on grandit, et plus on se referme, c'est compliqué, voilà. On va terminer là-dessus. Allez, la bonne nouvelle, c'est celle-là, c'est qu'on peut aider les gens si on leur explique, et si vous vous êtes formés aussi à ça. Combien d'entre vous saviez que le schéma de communication, c'était je perçois, je ressens et je traite cognitivement? J'aimerais bien faire un petit sondage. Voilà. Action, réaction, mode cognitif, 3 modes cognitifs. Action, réaction, on est tout le temps là-dedans. Parce que pression, il faut que je réponde, les chiffres, la performance, voilà. Non, il faut que vous preniez votre temps pour voir l'autre, le temps pour le comprendre, le temps pour le questionner. Et parce que vous allez faire ça, vous allez devenir performant. Le temps, prendre son temps, c'est être performant. Je vous remercie. Merci, Sonia. On peut mesurer votre performance à travers ce que vous avez dit, à travers les émotions. C'est remarquable. Donc, peut-être deux questions, pas plus. Très courtes. Alors, moi, j'ai envie aussi de vous demander, vous avez un public ici, a priori professionnel, déjà réceptif à votre dialogue. Est-ce que vous faites des interventions au niveau des entreprises, que ce soit les responsables des ressources humaines, les employeurs, et je dirais même les partenaires sociaux, les syndicats par exemple, est-ce qu'ils sont dans ce discours? C'est là qu'il faut le passer. Écoutez, moi, si on me paye, je vais partout. Je veux dire, j'ai une entreprise aujourd'hui. Ça veut dire des charges, comme tout le monde, comme toutes les entreprises. Et moi, je suis ouverte pour former tout le monde. C'est marqué sur mon site. Après, il fallait que les gens me connaissent. Aujourd'hui, on sait la difficulté. Je suis Calliope, mais Calliope, ça ne suffit pas. Parce que pour être prise en charge par France Travail, il faut être certifié et que ma formation n'est pas au registre spécifique. Et être certifié, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent. C'est quand même une mission d'intérêt général que vous auriez. Madame. J'ai une question, Sonia. Qu'est-ce que vous répondriez à la remarque on est tous un peu autistes? Oui. Qui pourrait être facilement vu quand on se reconnaît dans quelque chose. Oui. Et d'autre part, qui peut biaiser la façon dont on est face à une personne qui est, j'allais dire, réellement autiste. Et du coup, on nie un peu son autisme. Alors, en fait, c'est justement ça. Merci de cette question. C'est que quand on dit nous sommes tous autistes, c'est vrai, c'est-à-dire que nous avons tous à un moment un problème de compréhension littérale. Nous avons tous à un moment une difficulté à comprendre ce que l'autre nous dit, d'accepter son point de vue quand il touche nos valeurs, par exemple. Nous avons tous des moments où nous sommes fatigués et que le moindre truc, j'ai envie de mettre une baffe à l'autre. Donc, les traits autistiques, on les a tous. Le problème, c'est que chez nous, ils sont intenses et tout le temps. C'est-à-dire que moi, là, il me faut 3 jours pour me remettre de cette intervention. Voilà, j'ai mal au ventre, j'ai les yeux, voilà, j'ai envie de pleurer. Et aujourd'hui, j'en suis à me dire, je ne sais pas comment je vais continuer à faire mon métier, tellement ça me prend d'énergie. Voyez. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous, c'est tous les matins que la batterie elle est à plat. Il y a une fatigabilité énorme qu'une personne normale, alors je bosse ce mot-là, mais qu'une personne non autiste, en fait, qui n'est pas handicapée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, par contre, je veux passer ce truc, c'est un vrai handicap. Moi, tous les matins, c'est compliqué de repartir. Voilà, de trouver la motivation, tout à l'heure, le fait d'avoir vu des gens que je connais ici, voilà, parce que c'est encore plus de pression, c'est les larmes qui viennent, c'est tout ça que je dois gérer. Voilà, merci. Merci beaucoup. Madame. Oui, est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir améliorer, des choses de pouvoir faire évoluer? Oui. Oui.
Ben, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'une formation qui va nous apprendre qu'est-ce que c'est que la communication relationnelle interne, parce que nous, on a besoin d'images. Donc si on apprend et qu'on visualise par tout un tas de techniques, à un moment, moi aujourd'hui, quand je ne comprends pas, eh ben, je vois que je ne comprends pas. Et donc je suis lucide sur moi-même, sur mes capacités, et je suis capable de dire à l'autre, j'ai pas compris. Hein. L'histoire du ferrailleur, on va le faire ailleurs. On va le faire ailleurs, moi je vois un ferrailleur tout huilé. Ça me. Hein, c'est compliqué. Donc du coup, je n'ai pas compris où est-ce qu'on allait le faire ailleurs. Et j'arrive à la réunion aujourd'hui, je suis capable de dire, bon, je vais vous faire rire, mais j'en profite pour distiller qu'est-ce que c'est que l'autisme et la pensée en image. Et du coup, je peux récupérer l'information qu'avant, je n'aurais pas osé demander. J'aurais vu mes collègues, ils disaient, où est-ce qu'on fait finalement? Parce que moi, il me faut ce temps de compréhension. Oui? Alors, Henri. Oui, bonjour, madame Femme. Vous avez parlé au début des recherches, des résultats de la recherche qui ont fait tilt chez vous, concernant les connexions synaptiques et leur intensité chez les autistes. Est-ce que vous avez des informations sur les résultats de recherche pour les personnes qui souffrent de schizophrénie, puisque c'est aussi un problème de connexion synaptique, mais qui dysfonctionne? Alors en fait aujourd'hui, je vous conseille de lire le livre de Thomas Bougeron, Des gènes des synapses des autistes, et on sait que le cerveau des personnes schizophrènes ressemble étrangement au cerveau des personnes autistes. Et aujourd'hui, une des questions qui se posent, c'est est-ce que finalement les pathologies développées ne sont pas dues à un autisme non accompagné? On parle de bipolarité, on parle de paranoïa, on parle de schizophrénie. Et la schizophrénie, on le sait, on est très très proche, notre cerveau est fait de la même manière. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je vous conseille également, parce que là, vous avez également édité un ouvrage qui explique votre méthode. Il est disponible là-bas. Non, ma méthode n'est pas encore écrite dans un livre. Le livre que vous C'est avez. ma vie, et c'est de dire comment les signes étaient présents depuis le début de ma vie. Donc c'est un témoignage sur mon parcours, enfant, adolescent, et puis jeune adulte, mon rapport aux autres, au monde, et où je délivre ma vision interne. Ça peut être un peu violent parfois, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Voilà, donc le livre est disponible sur le stand de Sonia City. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. Donc, on va passer donc à la deuxième étape.